Bien, bonjour à tous. Merci Jean-Yves pour l'invitation, l'organisation. Alors, on connaît l'association entre le sport et la fibrillation auriculaire depuis quelques années. Là, je vous ai mis une méta-analyse qui date de 2009. Mais c'est connu sur une population qui est quand même assez particulière. C'est des patients qui sont plus âgés, en moyenne 50 ans, quasiment exclusivement des hommes. Les femmes sont, encore une fois, les grandes oubliées. Et puis, c'est sur les sports d'endurance. Et en pratique quotidienne, on a des patients qui vont arriver pour de la fibrillation avec des âges beaucoup moindres et avec des sports qui ne sont pas forcément du marathon ou de l'ultra-trail. Alors, il y a assez peu d'études qui se sont intéressées à ces sujets qui sont plus âgés. Je vous en ai sélectionné 3. La première date de 2005, c'est Pelliccia. C'était des athlètes italiens à de bons niveaux, au moins régional. Et il a retrouvé donc sur 1700 athlètes seulement 5 patients qui faisaient de la fibrillation auriculaire. On peut s'arrêter 2 secondes sur leurs caractéristiques, donc ils ont entre 18 et 35 ans. Ils ne font pas forcément des sports d'endurance, vous avez des sports type football, basket, également de la musculation. Les palpitations surviennent à l'exercice, mais également au repos. Le diagnostic a été fait dans 3 cas, à l'exploration électrophysiologique, donc ça c'est un peu atypique. Et le but de l'étude initiale était de voir si la dilatation de l'oreillette avait une incidence sur la survenue de ces pathologies. Et en fait non, ces patients jeunes qui faisaient de la FA n'avaient pas des oreillettes plus dilatées que les patients qui ne faisaient pas de FA. Je vous ai laissé les autres patients qui ont été pris dans le tableau. C'est des patients qui faisaient des tachycardies supraventriculaires d'autres origines que atriales, et on va en reparler. La deuxième étude, c'est en 2017, c'est également Pelliccia qui s'est intéressé là aux athlètes olympiques, donc qui avaient participé aux 5 Olympiades entre 2004 et 2014, et seulement 2 patients ont présenté de la FA, une joueuse de tennis de la FA paroxystique et un triathlète qui faisait de la FA permanente. La dernière étude, c'est 2018, c'est des athlètes espagnols niveau national qui ont été milantés dans un seul centre, c'est à Madrid, avec un suivi global qui est long, 10 ans. Ils avaient 27 ans, c'était essentiellement des hommes, essentiellement de la FA paroxystique, ils étaient quasiment tous symptomatiques, et ceux qui étaient symptomatiques, donc en plus des symptômes, décrivaient une diminution quand même de leur capacité sportive depuis qu'ils présentaient de la fibrillation auriculaire. Alors, on a vu que c'était donc un phénomène assez rare. La question, quand on a un patient qui arrive comme ça, c'est est-ce qu'il faut faire un bilan? Alors oui, évidemment, et est-ce que ce bilan va déboucher sur une recherche, sur le fait qu'on puisse trouver éventuellement une pathologie associée? Alors, cardiopathie, non. C'est-à-dire que dans toutes ces études, mais également dans l'étude de Wutzler, qui lui s'est intéressé aux sujets qui étaient jeunes, moins de 35 ans, qui faisaient de la FA, mais qui n'étaient pas forcément des athlètes. Et donc, la conclusion générale de l'ensemble des 4 études, si on intègre celle-là, c'est que si un patient n'a pas de cardiopathie, on lui découvre une fibrillation auriculaire, c'est extrêmement rare que celle-ci fasse à ce moment-là découvrir une pathologie cardiaque. C'est également les mêmes conclusions pour les canalopathies, mais on va en parler probablement dans quelques minutes. Ce qui est important, c'est dans l'étude allemande là, de Wutzler, sur les patients qui faisaient de la FA et qui n'avaient pas de cardiopathie, la plupart ont bénéficié d'exploration électrophysiologique. Et ceux qui ont bénéficié d'exploration électrophysiologique, il y en a plus de la moitié pour lequel une tachycardie supraventriculaire a été mise en évidence, en plus de l'AFA. L'AFA a été diagnostiquée formellement. Et ces patients, on leur a trouvé des rentrées intranodales ou des faisceaux accessoires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en ablatant ce rentrée intranodale ou ce faisceau accessoire, les patients ne faisaient plus de FA derrière. Donc n'ont pas eu besoin, on va parler de l'ablation, mais d'avoir une isolation des veines pulmonaires. Et enfin, c'est dans les recommandations, quand un patient fait de la FA, il faut lui faire un bilan biologique et notamment la TSH. Et dans l'étude espagnole là, sur les sportifs nationaux espagnols, ils ont trouvé quand même un cas d'hyperthyroïdie, donc c'est quand même intéressant de l'éliminer. Alors c'est difficile de parler de sport sans parler de dopage. Alors là, évidemment, on n'a aucune donnée. Mais il faut savoir qu'il y a un grand nombre de produits dopants qui peuvent donner de la fibrillation auriculaire, soit directement, soit par l'intermédiaire éventuellement d'une cardiopathie, de fibrose ou tout ça. Je vous ai mis à la fin, ce n'est pas vraiment des produits dopants, mais l'alcool et les boissons énergisantes, s'ils ne vont pas créer les mécanismes susceptibles de faire de la fibrillation auriculaire, peuvent en tout cas aggraver les symptômes.
Le rôle du sport en lui-même, alors il y a cette fameuse triade de Koumel. Alors on a déjà du mal à l'affirmer formellement chez des sportifs vétérans, après plusieurs années de pratique sportive. Autant dire que chez le sujet jeune qui a 25 ans, on ne sait pas. Voilà. Je vous ai dit que dans la première étude, les jeunes sportifs qui faisaient de l'AFA n'avaient pas de dilatation de l'oreillette, mais bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Toujours dans l'étude espagnole, ils avaient, pour valider un petit peu, pour essayer d'avancer sur ce sujet, ils ont évalué les facteurs de survenue de cette FA. Alors ils trouvent que plus le sportif est âgé, entre guillemets, puisqu'il avait quand même 27 ans de moyenne, plus il fait de la FA. Enfin, ça c'est d'une banalité affligeante, puisqu'on sait que plus l'âge avance dans la population générale, plus on est susceptible de faire de la FA. Les années de compétition comptaient. C'est-à-dire plus le patient avait commencé depuis longtemps la compétition, plus son risque de faire de la FA était élevé. Par contre, le fait de faire un sport d'endurance versus un sport dit non-endurant n'intervenait pas. Mais encore une fois, c'est des patients qui n'ont pas 30 ans de pratique sportive. Alors l'évolution, qu'est-ce qu'on dit à ces patients chez lesquels on découvre cette FA? Donc je vous ai dit que dans les études, on va pas classiquement, on leur découvre pas de cardiopathie au moment du diagnostic ni dans le suivi. Alors par rapport à l'évolution rythmique pure, alors quand on veut ablater beaucoup de FA, on dit aux patients, vous faites de la FA paroxystique, mais ça va évoluer vers une FA permanente, et puis vous allez évoluer après vers l'insuffisance cardiaque. En fait, en pratique, ce n'est pas exactement ça. Donc, je vous ai mis les deux premières références, c'est un suivi de FA paroxystique chez le sujet jeune, sportif et non sportif. À 10 ans, il y a simplement 20% des patients qui ont évolué de la forme paroxystique à la forme persistante. Ça veut dire que 80% des patients vont rester sur des formes qui sont paroxystiques. Alors le rôle de l'entraînement, il est important, même si ce n'est pas forcément ça qui donne la fibrillation auriculaire du sujet de 25 ans. Mais par contre, on sait que c'est un facteur connu de survenue de FA, donc on peut imaginer que ça peut être aggravatif. Et on sait que plus les entraînements sont longs en termes d'années et sont intenses, plus ce risque de FA va augmenter. Le rôle des entraînements, il a été validé chez la souris, chez l'athlète non, même s'il mange beaucoup de fromage. Alors, en pratique, quand vous avez un patient qui vient pour de l'AFA, d'abord, il faut avoir le diagnostic. C'est facile quand c'est de l'AFA qui est vagale, c'est-à-dire le patient qui est au repos et qui va passer de 60 ou 50, parce qu'ils sont lents, à 180. C'est assez simple. Il va vraiment sentir les palpitations. C'est des FA qui sont rapides chez les sujets jeunes. Très bien. C'est un peu plus compliqué pour des patients qui vont avoir de la FA à l'effort, ou en post-effort immédiat, où le gradient de fréquence cardiaque n'est pas forcément énorme. Et donc ça peut être compliqué pour le sportif de se dire que son mal-être est effectivement lié à une accélération du rythme cardiaque. Donc là, c'est l'intérêt des haltères en situation, c'est l'intérêt de l'épreuve d'effort. En 2019, on est obligé de parler des objets connectés parce que les patients en ont. Alors, ce n'est pas validé en termes de diagnostic, mais quand vous avez un patient qui vous amène, alors ça je l'ai récupéré sur Internet, ce n'est pas un de mes patients, mais que si vous avez un patient qui vous amène son cardiofréquencemètre avec ce type de courbe de fréquence cardiaque, même si vous n'avez pas le tracé en 12 dérivations, c'est quand même compliqué d'aller lui dire que c'est rien et qu'on va multiplier les haltères avant de prendre la moindre décision. Par rapport à l'exploration électrophysiologique, classiquement, ce n'est pas un examen diagnostique pour la fibrillation auriculaire. Sauf que chez les patients qui nous intéressent, donc le jeune sportif, on peut effectivement confirmer le diagnostic si le patient nous dit oui, effectivement, c'est vraiment ça qui me gêne, mais surtout, c'est intéressant pour éliminer un faisceau accessoire ou une réentrée intranodale, et ça va avoir un intérêt thérapeutique, puisqu'on va pouvoir se centrer sur cette ablation qui est quand même plus simple que l'isolation des veines pulmonaires. Alors en termes de traitement, la stratégie anticoagulante, donc elle est assez simple parce que ces patients, ils ont un score de Schatz qui est bas, 0 pour l'homme et 1 pour la femme. Il peut y avoir un patient qui est jeune, hypertendu ou jeune et diabétique. Alors mais là, c'est balance bénéfice-risque, on est encore dans la zone grise. Il faut savoir que dans le score de Schatz, donc tous les items ont 1, sauf l'âge et l'antécédent embolique, mais là, ce n'est pas la question. Il y a des pondérations et il est démontré que le fait d'être âgé, d'avoir plus de 65 ans, est un facteur de risque embolique plus important que le fait d'être diabétique. Donc en gros, juste pour le risque embolique, il vaut mieux avoir
25 ans et être diabétique qu'avoir 70 ans et aucun autre facteur de risque. Ce n'est pas les mêmes pourcentages d'augmentation. Et on va, pardon, on va intégrer également le sport que fait le patient. Si c'est un sport à contact, évidemment, mais ça va être plus compliqué de prescrire les anticoagulants. Et comme on est dans une zone grise, il faut, là encore une fois, bien expliquer aux patients et qu'ils soient intégrés à la discussion. La stratégie anti-arythmique, là aussi, elle est extrêmement personnalisée. Il faut prendre du temps. Il faut savoir que sur la FA, aucune stratégie n'a montré de bénéfice en termes de morbimortalité. On parle de symptômes. Et donc, que ce soit les médicaments ou l'ablation, voilà, il faut savoir ce que le patient va en avoir comme bénéfice. Il faut rechercher et traiter les facteurs favorisants, dopage, hygiène de vie, on a vu alcool, les TSV associés. Et les critères, donc on va se baser d'abord sur le choix du patient, parce qu'encore une fois, on n'a pas d'études formelles disant il faut vous ablater, il faut vous mettre de la flocaïne, il faut rien faire. La fréquence des accès, l'intensité des symptômes, la survenue pendant le sport ou au repos. Si le patient fait de la FA pendant le sport, il va être gêné pour faire du sport. S'il le fait exclusivement en faisant sa sieste le week-end, c'est moins problématique pour sa pratique sportive. Et puis le niveau de compétition. Si moi je m'inscris au marathon de Paris et le matin à 6h je passe en FA, j'y vais pas, j'ai perdu le coût de mon inscription et quelques heures d'entraînement, ça ne va pas changer la face du monde. Si c'est un sportif professionnel, évidemment, ça peut être beaucoup plus embêtant. Alors, que disent les recommandations ? Alors, dans les tableaux, ils vous mettent qu'il faut, si vous mettez un traitement médicamenteux, il faut contrôler le rythme à l'exercice en FA, ce qui n'est pas forcément évident. En recommandation, ils disent à peu près 90 à l'exercice et la fréquence max à l'effort. Après, vous vous débrouillez. Les médicaments choisis, c'est en général la flécaïne et la propafénone, puisque ça agit peu sur le rythme sinusal, pas sur la fréquence cardiaque, c'est quand même mieux toléré. Quand on met un traitement à la demande, il y a des restrictions. Il faut attendre 2 demi-vies avant de faire un exercice. Autant pour la flécaïne, c'est connu, c'est 12 heures. Pour le Ritmol, il faut savoir qu'il y a des métaboliseurs rapides et des métaboliseurs lents. Donc ça peut aller de 2 à 32 heures, la demi-vie. Et puis, si le patient fait un accès de fibrillation auriculaire, donc il doit attendre les 2 demi-vies, il doit également attendre que la FA se soit arrêtée avant de recommencer à faire du sport. Donc ça, c'est important. Ensuite, par rapport à l'ablation, on va parler de l'ablation de FA. Il y a un autre élément qui est noté dans les recommandations, c'est que si vous mettez de la flécaïne, vous pouvez discuter une ablation de l'isthme cavo-tricuspidien pour éviter que le patient fasse du flotteur en 1 pour 1, transmis au ventricule. Voilà. Le désentraînement, on en a parlé, alors c'est évoqué, mais on ne sait pas. Alors l'ablation, donc chez l'athlète, ça a été étudié. Il y a 2 papiers qui datent une petite dizaine d'années. Là aussi, c'est des populations qui sont un peu particulières, enfin qui sont la population des patients qui font le plus de FA, c'est-à-dire des patients âgés, plus âgés, 50 ans, qui font des sports d'endurance. Grosso modo, l'ablation marche aussi bien que dans la population générale. C'est quand même pas la panacée, c'est 45% après une première procédure, c'était des suivis qui étaient longs, 3 ans. Et si on répète les procédures, on peut arriver à 80% au prix de complications, c'est 3 à 4%, donc c'est quand même pas négligeable. Il n'y a pas d'études chez le sujet jeune, athlète qui fait de la FA. Par contre, on a des études chez le sujet jeune, là c'est une étude allemande de Hambourg, je crois que les patients avaient moins de 35 ans, et grosso modo, c'est les mêmes conclusions. C'est-à-dire que si on est prêt à répéter la procédure, on a 80-85% de succès, et il y a des complications, là aussi, eux, ils ont presque 5% donc, à intégrer. Dernier point, donc pour ceux qui n'avaient pas vu, qui n'ont jamais vu d'oreillette ablatée, donc ça c'est une oreillette gauche, ce qui est violet c'est le tissu sain et ce qui est rouge c'est le tissu qui est rendu cicatriciel par l'ablation. C'est pour vous dire que donc à droite, c'est une ablation large, c'est ce qui est recommandé de faire, soit par la cryo, soit par l'ablation. On abîme quand même de l'oreillette. Voilà. Le patient sort avec une oreillette qui est quand même altérée. Et si on fait ça à 25 ou 30 ans, on n'a absolument aucune donnée de savoir comment ça va évoluer sur plusieurs dizaines d'années. Donc c'est quand même à intégrer quand on va ablater les patients. Si les patients sont extrêmement gênés, pourquoi pas ? Mais l'ablation, quand j'entends qu'on va faire de l'ablation de FA aux patients asymptomatiques, il y a quand même 2-3 questions à se poser sur le long terme. Est-ce que ces patients peuvent faire du sport ? Alors, les recommandations européennes datent un peu, 2005. Il y a les recommandations américaines qui datent de 2015. Grosso modo, la FA paroxystique, bien tolérée,
oui, autorisation à tous les sports. Pour les FA persistantes, grosso modo, dans les recommandations, ils disent qu'a priori, la FA persistante, le patient est symptomatique, donc il ne peut pas faire de sport. C'est probablement pas vrai chez le sujet qui est plus âgé. À 25 ans, oui. C'est la plupart des patients qui font de la FA persistante vont être symptomatiques. En conclusion, donc cette FA chez le sujet sportif jeune, c'est un phénomène qui est rare, mais qui est invalidant dans la vie quotidienne, mais également dans la vie sportive. Le lien de causalité sport-FA est moins évident que chez le sujet vétéran, on va dire, plus âgé. Il faut s'attacher absolument à rechercher les facteurs étiologiques et les facteurs favorisants avant de se lancer dans des choses qui vont être plus compliquées. La problématique des anticoagulants, elle est rare. Le traitement antiarythmique, il est personnalisé avec la balance bénéfice-risque. Le bénéfice, encore une fois, du sportif double la vie quotidienne plus le sport. La compétition est en général autorisée sans restriction dans ces populations. Et puis, il faut avertir le patient, notamment s'il fait des sports d'endurance. Il a 25 ans, il a 30 ans, il a fait un épisode de FA. S'il se lance s'il fait du marathon, s'il fait du vélo, la pratique d'un sport d'endurance est pour le coup clairement reconnue comme un facteur favorisant de cette évolutivité de la FA au long terme. Je vous remercie.